Ok, c'est bon pour toi? Ok. Donc la raison d'être de cette présentation, en gros, c'est moi qui depuis quelques années m'intéresse à la programmation concurrente, qui a eu quelques problèmes au travail avec des problématiques de race condition, etc. Et j'essaie de comprendre comment ça marche en dessous. Sur un projet récemment, on a expérimenté pas mal de techniques différentes pour faire de la programmation concurrente, et donc j'ai creusé un petit peu plus les sujets. Et j'ai fini par arriver sur Loom, et c'est un projet que je trouve super intéressant, qui à mon avis va changer pas mal de choses sur la JVM, donc je me suis dit que j'allais en parler un petit peu avec les gens. Donc la première question, c'est qui fait de la programmation concurrente sur la JVM ici? Ok, un petit peu, beaucoup, ok. Qui a déjà entendu parler de projet Loom? C'est déjà renseigné un petit peu? Ok, super. Et qui a déjà essayé, par exemple, la programmation réactive, Reactor, RxJava et compagnie? Ok, ça marche, donc ça devrait vous parler. Et dernière question, qui connaît bien son histoire de l'informatique et des différents modes d'exécution? Si je vous parle d'exécution séquentielle, de batch processing, pas trop, time sharing. Ok, super, parce que ça valide les derniers slides que j'ai ajoutés juste cet après-midi. Parce que c'est un aspect historique de l'informatique que je trouve intéressant. Donc l'introduction va être assez longue parce que je vais reposer pas mal de bases pour expliquer pourquoi en fait on en arrive à Loom. Ensuite je parlerai de Loom, mais d'abord beaucoup de bases pour vraiment asseoir les fondamentaux et savoir pourquoi Loom arrive et qu'est-ce que ça va changer. Donc Loom, c'est un projet de l'OpenJDK qui a pour ambition d'apporter des mécanismes de concurrence légers sur la JVM. Donc le sujet de cette présentation, c'est d'essayer de comprendre ce que ça veut dire léger dans concurrence, mécanisme léger de programmation. Donc, on va parler de code synchrone et asynchrone, plutôt d'API synchrone et asynchrone. On va parler de code bloquant et non bloquant, on va parler un petit peu de réactive, et ensuite on va parler de Loom. Mais d'abord un petit peu d'histoire. Si je vous dis, donnez-moi la définition de ce que c'est qu'un computer. Quelqu'un a envie de se lancer? Ok. C'est assez compliqué à définir, et en fait, dans l'histoire, un computer, c'est quelqu'un qui fait des calculs. Okay, ça remonte à quelques siècles. Et les premiers computers, eh ben, c'est pas ceux que vous pensez, c'est pas les ordinateurs, c'est pas nécessairement des machines, ça va être des gens. Et si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de l'informatique, c'est assez intéressant de se rendre compte que en fait, les premiers computers, comme j'ai trouvé sur certains articles, ils portaient des robes. C'est-à-dire que le monde de l'informatique, maintenant, on dit qu'il est très masculin, qu'on a du mal à justement avoir de la mixité, et c'est assez amusant de se rendre compte que au départ, la plupart des computers, donc de ce qu'on maintenant on appellerait des programmeurs, étaient des femmes. Et donc à l'époque, en fait, on n'appelait pas ça nécessairement des programmeurs, mais plutôt des opérateurs. Et la raison, c'est parce que vous voyez ce qu'elles tiennent ces femmes-là, c'est ce qui s'appelle des boards. Donc c'est tout un tas de switches qui vont servir en fait, à entrer les instructions dans les premiers ordinateurs. Donc là, je vous parle des années 40 et des années 50. Donc la programmation à l'époque, c'est pas je m'assieds sur un ordinateur, je compile mon truc, je l'envoie sur un serveur et ça marche. C'est une grosse machine dans laquelle il faut tourner des switches, ça marche avec des tubes, etc. Et il faut rentrer toutes les instructions manuellement. Donc ça prend énormément de temps. Donc si on regarde un petit peu un schéma d'exécution, on voit qu'il y a d'abord beaucoup de temps qui est pris par un opérateur pour venir écrire son programme, tout simplement parce qu'il faut accès à la machine physiquement pour le faire. Ensuite, on lance l'exécution. Ça peut durer un certain temps, ça peut même durer très longtemps. Et pendant tout ce temps-là, personne d'autre peut se servir de la machine. Donc l'exécution, elle est 100% séquentielle. Un programmeur ou une programmeuse, un programme, et ensuite on passe au suivant. Donc quand on sait le prix de ces machines, j'ai pas de chiffre à vous donner, mais c'est assez exorbitant. Et puis en plus, l'inflation fait que, même si je vous donnais un chiffre aujourd'hui, il aurait fallu que je le convertisse. Et très franchement, j'ai pas eu le courage. Mais c'est des machines qui coûtent des milliers de dollars en l'occurrence, et il n'y a que les grosses sociétés ou des facultés qui peuvent se les offrir. Donc tout ce temps qui est passé en fait, à écrire un programme, c'est un gâchis gigantesque. Parce que c'est du temps pendant lequel l'ordinateur il est là, on lui rend des instructions, mais il ne fait pas de calcul, il ne fait rien du tout. Donc c'est du gâchis en termes pécuniaires. Donc ce qui s'est passé dans les années, fin des années 60,
C'est que, non, pardon, pas fin des années 60, dans les années 50, c'est qu'on est passé à un mode d'exécution qu'ils ont appelé le batch processing. Donc c'est pas le batch processing auquel vous allez forcément penser aujourd'hui, à savoir MapReduce, Hadoop et compagnie. C'est du batching dans le sens regroupement, c'est-à-dire on prend tous les programmes et puis on va les faire tourner les uns après les autres. C'est toujours séquentiel. Comment on fait ça? On va permettre aux programmeurs d'aller écrire leur programme ailleurs que sur la machine directement. Donc on va leur mettre à disposition de ce qu'ils appellent des télétypewriters, on va imprimer entre guillemets des punch cards, etc. Et ensuite on va prendre toutes ces cartes perforées, on va les apporter là où se trouve le scheduler, qui est en fait un humain, qui va s'occuper de prendre tous ces programmes et de les provisionner, et la machine va les faire s'exécuter les uns après les autres. Donc ça c'est pas mal en termes d'utilisation des ressources, parce que du coup on voit qu'on a moins de temps qui est perdu, donc on économise, parce que l'ordinateur qu'on a acheté qui coûte super cher, on le rentabilise. Par contre, en termes humains, c'est monstrueux, parce que ça veut dire que non seulement on va avoir, ça, il faut écrire notre programme, de toute façon ça on devait déjà le faire. C'est-à-dire que maintenant, pour avoir le résultat, il ne va plus falloir seulement attendre la fin de l'exécution de notre programme, mais il va falloir attendre la fin de l'exécution de tout le batch. Donc pendant la présentation, je vais montrer pas mal d'images, comme ça à chaque fois il y a un lien en dessous. Je trouve que c'est des ressources qui sont intéressantes, et là en l'occurrence c'est un film qui est muet, qui date des années 60, qui vient de l'université de Stanford, où c'est une vidéo humoristique, un peu caricaturale, sur un étudiant qui écrit son programme, qui va le faire exécuter, qui se rend compte qu'il y a une erreur, qui attend un temps infini, qui fume comme un pompier en attendant. Au final, qui finit par tomber dans les couloirs avec sa carte de pile perforée, et donc son beau programme, il vole en éclats. Donc, c'est assez sympa d'avoir ce mode d'exécution où on va batcher les programmes les uns avec les autres, mais seulement, c'est pas forcément... Donc, non seulement en termes humains, on perd un temps fou, ça rend les développeurs complètement à boule à force d'attendre les résultats, mais en plus, c'est pas forcément hyper optimisé, parce que un programme, pour faire quelque chose d'utile, il va avoir besoin de données. D'accord? Sinon, tout ce qu'il fait, ça va être réchauffer la température de la pièce. Il va avoir besoin d'accéder à de la donnée, il va avoir, et d'écrire des outputs. Donc, typiquement, il va avoir besoin, je sais pas, de lire des instructions, depuis un disque ou des cartes réseau, même si à l'époque il n'y en avait pas nécessairement. Il va avoir besoin d'écrire, ne serait-ce que pour avoir une output pour le programmeur, sur une imprimante en sortie. Donc ça prend du temps. Et pendant tout ce temps-là, le processeur, il fait rien, il attend, il fait du busy waiting, ou juste il est là, il attend les prochaines instructions. Et encore une fois, ce qu'on voit, c'est que c'est du temps qui est gaspillé. On voit tout ce temps d'entrée-sortie, on a toujours notre programme 1 qui va tourner avant le programme 2. Mais en fait, pendant tout ce temps où il y a de l'IO, c'est quelque chose qui est perdu en termes d'utilisation des cycles du CPU, c'est du gaspillage. Donc dans les années 60, il y a cette notion de time sharing qui est apparue. Donc le time sharing, en fait, ça va justement essayer de permettre à un CPU, lorsque un programme fait une opération d'entrée-sortie, donc qui va gaspiller des ressources, plutôt on va déférer le fait d'attendre à un autre petite partie de device, attendre le résultat de l'exécution, et on va permettre à un second programme de se lancer. Okay, donc ça, c'est la naissance du scheduling préemptif. C'est-à-dire qu'on va non seulement permettre à deux process de s'exécuter de façon concurrente, entrelacées les unes entre les autres, mais on va aussi affecter ce qu'on appelle un quantum, c'est-à-dire une espèce de time slice à un programme, ce qui fait que s'il dure trop longtemps, on va quand même le préempter et on va quand même donner un peu de temps CPU au programme suivant. Donc le problème que ça a, c'est que ça génère ce qu'on appelle un context switch. Context switch, est-ce que ça vous parle? Ok, j'y reviendrai un petit peu plus sur le détail quand même après. Donc là, j'ai parlé essentiellement de process. Je ne sais pas si vous êtes aperçu depuis tout à l'heure, à chaque fois j'ai la lettre P dans mes schémas. Parce qu'en fait, le context switch que je vous ai montré, en fait, là, c'est un process switch. Mais bon, avec l'évolution des hardware et l'évolution en fait des schedulers à l'intérieur de nos CPU, on va pouvoir voir naître une nouvelle abstraction qui s'appelle le thread. Donc le thread, qu'est-ce que c'est? Fondamentalement, c'est la même chose qu'un process, c'est-à-dire c'est un ensemble d'instructions qui va pouvoir être exécuté. Sauf que l'avantage majeur, c'est qu'on va avoir la possibilité d'avoir plusieurs threads dans un process. Donc qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte la possibilité de partager la mémoire plutôt que d'avoir à faire de la communication entre process, donc l'inter-process communication qui prend du temps.
Et on va pouvoir... oui, pardon, essentiellement c'est ça que je voulais dire. Donc chacun de ces threads va pouvoir avoir une call stack qui lui est propre. On va pouvoir exécuter des jeux d'instructions différents dans chacun de ces threads. Et donc là où c'est intéressant, c'est que quand on arrive sur des architectures qui sont multi-CPU ou multi-cœur, on va même avoir la possibilité d'avoir des threads qui tournent effectivement en parallèle et plus de manière concurrente sur deux CPU. Donc là, le schéma est un petit peu compliqué, mais grosso modo, ça sert juste à représenter que quand un thread s'exécute et qu'il va rencontrer une opération d'IO qui est bloquante, eh bien, en fait, on va venir associer au CPU un nouveau process et lorsque le résultat de l'exécution du premier thread est terminé, à ce moment-là, il pourrait être reschedulé suivant une notion de priorisation qui est propre au scheduler. Donc, grosso modo, avec cette petite introduction, je vous ai repassé quelques décennies d'histoire du scheduling, parce que fondamentalement, on en est là, hein, c'est toujours un problème de scheduling, une meilleure utilisation de nos ressources. Donc maintenant, pour comprendre où on en est sur la JVM et quels sont les problèmes qu'on a aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je me suis designé un petit use case pour essayer de différentes implémentations. Donc maintenant, je vais vous parler de ça. Donc c'est pas un benchmark, c'est quelque chose que je tiens à souligner, c'est juste une expérimentation, donc il n'y a pas des niveaux de concurrence de folie, hein. J'ai simulé 200 clients qui se connectent à un service. Okay, donc ce service, il va servir de proxy. Pourquoi? Parce qu'on a une data source là-bas. Nos clients vont vouloir télécharger une ressource qui est disponible sur cette data source. Okay, c'est un serveur back-end distant. Sauf que cette ressource, pour une raison X ou Y, hein, c'est mon use case, elle est précieuse. On ne veut pas laisser nos clients s'y connecter directement. Donc on va servir de proxy entre les deux pour essayer justement de scheduler l'accès à ces ressources-là. Donc quand un client nous fait une requête de download thingy, ce service, ce qu'il fait, c'est qu'il parle à un autre service qu'on a appelé le coordinateur. Okay, ça, ce dont je vous parle, c'est un use case métier qu'on a eu, nous, sur mon dernier projet. J'ai juste un petit peu simplifié, mais grosso modo, c'est plus ou moins la même chose. Donc ce service, il va essayer de récupérer un token au coordinateur, parce que ce coordinateur, figurez-vous qu'il va servir, il va gérer une file d'attente. Okay, grosso modo, il va gérer une file de priorité, où il va essayer d'être assez fair sur qui est venu demander une ressource et qui est déjà en train d'attendre. Donc ce service qui va essayer de récupérer un token, il va potentiellement réessayer plusieurs fois pour récupérer un token, parce que il se trouve que la file d'attente est pleine, ou etc. Donc il va devoir faire du polling. Donc si finalement il reçoit une autorisation, donc la flèche available, ce que va faire notre service, c'est qu'il va commencer le téléchargement pour notre client. Et à partir du moment où le téléchargement a commencé, il va tout simplement le forwarder le contenu au client. Okay, donc le client a l'impression, lui, juste de se connecter à un serveur et de télécharger sa ressource, éventuellement avec un petit peu de latence avant le début des téléchargements. Mais grosso modo, c'est transparent pour lui. Sauf que notre service, ce qu'il fait en parallèle, c'est qu'il va envoyer des requêtes de Hearthbit au coordinateur pour que le coordinateur ne révoque pas le token d'accès qu'on a eu pour télécharger la ressource. Est-ce que ça va pour tout le monde? Le use case est bien posé? Ok, donc la première implémentation de ce service-là que j'ai fait, je vais ensuite mettre en relief les morceaux de code qui vont nous intéresser le plus. Donc là, je vous présente juste grosso modo. C'est le code le plus basique et le plus simple avec lequel j'ai pu commencer à expérimenter. D'accord? Donc ce que fait ce code, j'ai pris juste un exemple, la méthode de getConnection. Donc c'est notre service qui essaie de récupérer un token au niveau du coordinateur, okay, avant de commencer son téléchargement. Donc on commence avec une boucle for parce que je vous ai dit qu'il allait falloir faire des réessais éventuellement si on n'arrive pas à avoir un token immédiatement. Okay, donc j'espère qu'il n'y en a pas qui ont trop les yeux qui saignent en voyant ce genre de boucle for. Parce que je sais qu'à Toulouse, on a quelques intégristes de la boucle for, donc s'ils regardent, ils se reconnaîtront. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de récupérer, comme je le disais, cette notion de token. Donc là, j'ai appelé ça une connexion en appelant le service de coordination, le coordinateur. Si ça échoue, c'est-à-dire si on n'a pas une connexion available, on va updater 2-3 variables pour pouvoir reboucler. Quand on reboucle, on va juste par précaution vérifier si on n'a pas dépassé une certaine deadline. C'est-à-dire que si on a attendu trop longtemps au niveau du client, on peut dire que bon, on arrête d'essayer d'avoir un token, c'est pas la peine, on échoue. Si c'est pas le cas, on va patienter un petit peu. Pourquoi? Parce que ce wait ici nous est renvoyé par la réponse du coordinateur. C'est un genre de rate limiting du pauvre. Le client nous dit non, tu vas pas avoir un token maintenant, mais attends un petit peu, je vais être en mesure de t'en donner un dans quelques temps, reviens, et avant de refaire une requête, respecte ce temps d'attente.
on réeffectue une demande de connexion, et finalement, on récupère notre token. C'est clair pour tout le monde? Ok. Du coup, comme je disais, la vidéo, elle a déjà été enregistrée 2-3 fois, donc vu qu'on est peu nombreux, je vais me permettre de faire un truc un petit peu plus interactif et vous poser régulièrement des questions. Ce code, bon, effectivement, il est loin d'être parfait. Qui voit le gros avantage d'écrire sa logique comme ça? Pardon? Ouais, un gros avantage. Qui a eu du mal à comprendre ce code? Qui a trouvé ça compliqué? Voilà, donc il est là l'avantage. C'est très très simple à écrire. Pour moi, ça a été hyper facile. C'est facile à lire. Là, je vous ai fait le déroulé détaillé, mais vous en seriez sorti très bien sans moi. Et donc, si c'est facile à écrire et à lire, bah, c'est facile à comprendre, c'est facile à maintenir si on a un problème au niveau de ce bout de code-là. Okay, donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment il performe. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'on va regarder, c'est au niveau du CPU. Okay, donc, j'ai principalement utilisé deux outils. Que vous allez voir des screenshots dans cette présentation, VisualVM et le Hastings Profiler pour avoir des FLM graph, mais on les verra plus tard. Donc, au niveau de l'utilisation des CPU, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, elle est quasi nulle. Il se passe quasiment rien. Pourquoi? Avec 200 clients, ouais. Donc, ça fait rien. Ça choque quelqu'un? C'est ça, voilà. Il passe son temps à attendre. C'est-à-dire qu'au niveau CPU, on fait rien. On n'est pas en train de trier une longue liste, on n'est pas en train de calculer je ne sais quel algorithme, on n'est pas en train de faire des mathématiques. Au niveau CPU, il ne se passe rien tout simplement parce que tout ce qu'on fait, c'est envoyer une requête et attendre. Okay, donc ça, c'est à peu près normal pour moi, ça ne me choque pas. Au niveau des threads, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe. Donc, les 200 Earthbeat threads, là, j'aurais dû les enlever de ce use case, c'est juste un détail d'implémentation. Ce qui est vraiment intéressant, c'est les 200 premiers clients, les 200 premiers threads qui sont créés. Comme je l'ai dit dans la simulation, je simule 200 clients qui se connectent simultanément au service. Et là, je vois 200 threads qui sont créés directement. Ce qui se passe, c'est que, en gros, ce que je vois, c'est que j'ai une corrélation à un client égale un thread. Ok, donc maintenant, ce qui va pouvoir être intéressant, c'est voir ce qu'ils font, ces threads-là. Donc si je fais je regarde l'interface des threads dans VisualVM, la première partie me choque pas tant que ça, de prime abord. Le vert, ça représente un thread qui est running, et le jaune, ça représente un thread qui est en train d'attendre. Okay, donc, si vous avez suivi un petit peu, grosso modo, ça représente la petite boucle que je vous ai montrée juste avant, à savoir, j'essaie de récupérer un token, j'attends. J'essaie de récupérer un token, j'attends, parce que le token n'est pas de suite disponible. Et ensuite, je vais pouvoir commencer mon téléchargement. Et donc, le début du téléchargement, c'est tout ce qui est vert à partir du moment où les boucles de running waiting s'arrêtent. Donc là, la question que je me pose, c'est, ils sont running ces threads, mais qu'est-ce qu'ils font? On a bien vu au niveau de la charge CPU que il ne se passe rien. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont écrits comme running? La réponse, elle tient à VisualVM, mais si vous peut-être vous savez déjà, mais bon, on va creuser un petit peu plus en détail. Ce qu'on fait à ce moment-là pour savoir ce qu'ils font, c'est qu'on va faire un thread dump. Okay, et donc là, ce que je vois, c'est que quasiment tous les threads que je vois qui sont écrits comme running, ils sont en train d'exécuter ce bout de code-là. socketdispatcher.read0. Okay, et read0, en fait, c'est une méthode native. Et ce qui est intéressant de voir, c'est là où je vais vous montrer des flame graphs, c'est qu'ils ne sont pas juste en train de l'exécuter, c'est qu'en fait, ils passent quasiment tout leur temps là-dedans. Okay, donc, qu'est-ce que c'est que ce read0? En fait, derrière, c'est une méthode native qui s'appelle read. Et c'est un appel qui est bloquant, au sens qui va bloquer un thread. Si on trace la pile d'appels pour voir où est-ce que ça s'est passé, on tombe sur où il est. Voilà, on tombe ici là, sur ce getThingy, lambda run, etc. Donc ça, c'est un bout de code à moi, et c'est mon client. Et si je vous le montre, ceux qui connaissent l'API Socket Channel vont comprendre immédiatement ce qui s'est passé. Je peux laisser... Est-ce que quelqu'un a envie d'essayer d'expliquer pourquoi? Ok. Ouais. Alors, il peut y avoir des timeout réseau, mais en fait, la raison sous-jacente, c'est que socketchannel.open, c'est une API donc, du package java.anio. Et c'est une API qui va ouvrir donc, un socket qui représente un file descripteur au niveau de l'OS. Et ce file descripteur, il est ouvert en mode bloquant.
Okay, donc c'est là que le problème se trouve, parce que ce socket channel qui représente le file descripteur ouvert en mode bloquant, derrière j'appelle l'API getInputStream, et donc chaque opération de read sur l'input stream que je vais récupérer va faire appel à ce read qui est bloquant. Donc maintenant ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ces appels bloquants, parce que moi en ce moment j'arrête pas depuis quelques mois, j'arrête pas de lire des articles sur la programmation bloquante, non bloquante, synchrone, asynchrone. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment comprendre quelle est la différence, quel est le problème. Donc pour faire simple, à droite vous avez un CPU et à gauche vous avez ce qu'on pourrait schématiquement dire qui sont les types de codes qui vont être exécutés par votre CPU. Okay, donc, encore une fois, c'est schématique. Imaginons qu'on ait du code utilisateur, donc celui que vous allez écrire, et du code kernel, okay, donc qui a été fait par Linus ou je sais pas quoi, c'est son Fair Trade Scheduler. Hein, ouais. C'est du kernel code. Okay. Donc quand vous avez une de vos tâches que vous allez vouloir exécuter, en théorie, vous n'allez pas créer un nouveau thread et faire start, vous allez utiliser un exécuteur service par exemple. Et un exécuteur service, comment vous faites pour lui faire exécuter quelque chose? Vous lui donnez un runnable. Okay, donc moi, dans ce cas, j'ai utilisé un cache thread pool exécuteur. Okay, le cache thread pool exécuteur, ce qu'il fait, c'est quand je lui donne un runnable, il va démarrer avec un certain nombre de threads, et il va essayer d'associer le runnable que je lui ai donné à un thread qui est disponible, okay, pour le faire s'exécuter. Et s'il n'en trouve pas, il va en créer un nouveau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc quand je vais créer un de ces threads, en réalité, ce thread, il ne va pas être géré par la JVM. Okay. Les threads qu'on manipule, les objets threads qu'on manipule dans la JVM, en fait, sont des threads qui sont gérés par le kernel, okay, au niveau de l'OS. Donc quand je crée un thread et que je lui associe un runnable et que je dis exécute ça, en réalité, derrière, c'est le scheduler du kernel qui va s'occuper de gérer sa petite file de priorité, et c'est lui qui va faire le scheduling effectif, qui va exécuter, qui va envoyer les instructions à être exécutées par le CPU. Okay. Donc quand j'ai, comme ici, j'ai modélisé un runnable avec des petits carrés, des petits ronds et des croix. La croix représente le getInputStream, par exemple, okay, ce que j'ai appelé une opération bloquante. Donc quand on va rencontrer une opération bloquante au niveau de nos instructions, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du scheduler, du kernel, c'est qu'il va se passer un context switch. Okay, donc, schématiquement, encore une fois, très simplement, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est qu'un context switch? Je le sais. Je vais le détailler hyper rapidement. Moi. Ok, bah c'est ça fondamentalement. Donc moi je l'ai représenté là pour que ce soit très simple et schématique, en deux steps. Okay. La première étape, c'est justement de suspendre l'exécution du thread qui est en cours. Donc de sauvegarder la position de son... je ne trouve plus le nom. De l'instruction courante. Alors effectivement, il y a la sauvegarde de la pile des exécutions, il y a la sauvegarde de l'état des registres tels qu'ils étaient quand le thread était en train de tourner. Et il y a aussi je ne sais plus ce que c'est le nom, excusez-moi, le pointeur vers quelle est l'instruction courante qui était en train d'être exécutée. Je ne sais plus, ouais, le instruction pointer. Instruction pointer, c'est ça, voilà. Ah, donc ce que fait le scheduler, c'est qu'il prend toutes ces petites informations, il les met dans une structure de données, il les stocke de côté. Le thread, il le flag comme étant suspendu, et il le remet dans la priority queue du scheduler. Okay, donc là, le scheduler, lui, il voit que ce thread ne peut pas être réexécuté, donc il le laisse de côté, et il va essayer d'en exécuter d'autres. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est qu'il va voir quel est le thread dans sa file d'attente qui a le plus de raisons de tourner, donc qui est au niveau de sa priorité, et il va le scheduler. Donc il va éventuellement, si c'est un thread qui avait déjà été arrêté, restaurer cette structure de données, donc sa position, sa call stack, ses registres, etc. Et ensuite, il va démarrer son exécution. Okay, et ça, c'est très très mauvais en termes d'utilisation des ressources, parce que non seulement le cache thread pool dont je vous ai parlé, il va créer à chaque fois un runnable, il va créer à chaque fois un nouveau thread pour exécuter le runnable que je lui donne parce que il n'en a plus de disponible. Pourquoi il n'en a plus de disponible? Parce que chacun de ces threads, il est bloqué. D'accord? Ces instructions ont été sauvées, il a été remis dans la file d'attente, mais comme étant suspendu. Donc comme il n'y en a plus de disponible, l'exécuteur il va en créer des nouveaux. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en termes d'utilisation de la mémoire, c'est assez terrible, parce que ça veut dire qu'on utilise beaucoup de mémoire pour pas grand-chose. Et donc si on a suffisamment de mémoire au niveau de l'OS, on va s'en sortir. Par contre, la deuxième chose, c'est que on va gaspiller énormément de ressources. Parce qu'on va avoir énormément de cycles CPU qui finalement vont être exécutés pour faire ce bookkeeping au niveau du scheduler et pas pour exécuter notre logique métier, donc celle qui nous intéresse.
Donc on se rend compte, vous pourrez ensuite chercher sur le net, il y a des recherches qui ont été faites qui montrent que en fait, à un certain niveau, on atteint un seuil critique où en fait, on ne gagne plus rien à avoir beaucoup d'opérations concurrentes, parce qu'en fait on gaspille tellement de temps à faire du context switching qu'au final ça ne sert à rien d'avoir trop de threads, même si on arrive à tous les faire tenir en mémoire. Donc moi, ce qui m'a marqué quand j'ai essayé de comprendre quelles étaient les alternatives pour essayer de s'en sortir, c'est que je suis tombé sur beaucoup d'articles qui parlaient de la programmation asynchrone, au sens large. Donc je suis allé creuser un petit peu et j'ai fait une deuxième implémentation. Tout le code que je vais vous montrer là, il est dispo sur GitHub, je vous mettrai le lien à la fin, vous pourrez avoir les différentes implémentations, j'ai mis ça dans des classes séparées. Donc j'ai rendu tout mon code asynchrone. Donc, ce que j'ai fait, c'est plutôt d'avoir un cache thread pool exécuteur, même si j'aurais pu le garder au final. Je me suis forcé à avoir un nombre de threads un peu plus limité. Et j'ai utilisé un schedule thread pool exécuteur qui par défaut, lui, il est borné. Donc il va démarrer avec un certain nombre de threads. Je crois que dans mon implémentation, j'ai mis 10. Donc ce qui fait ce schedule thread pool exécuteur, c'est que lui, quand on va lui donner un runable, il ne va pas à chaque fois créer un nouveau thread. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va gérer une file d'attente. Et chaque thread qui est dans ce pool, grosso modo, va exécuter une espèce de boucle infinie. Donc je l'ai matérialisé ici par un while true. Et en fait, à chaque itération, il va essayer de prendre une tâche dans la file d'attente de l'exécuteur et de l'exécuter, les unes après les autres. Donc on peut en avoir plusieurs si on a plusieurs cœurs. Ils vont chacun essayer d'aller piocher les runables qui sont mis dans la file d'attente de mon exécuteur et les faire tourner. Donc voilà la deuxième implémentation que j'ai faite. Donc j'ai modifié ma méthode getConnection pour qu'elle soit plus synchrone, mais que maintenant elle soit asynchrone. Donc on a getConnection qui renvoie un joli, qui renvoie entre guillemets un joli void, et qui prend maintenant un paramètre supplémentaire, le completion handler connection available. C'est un callback. En gros, c'est comme ça qu'on va notifier le code qui nous a appelé qu'on a eu le résultat, ça y est, il peut continuer son exécution. Okay. Donc ce que fait cette méthode getConnection, c'est qu'elle utilise ce schedule executor service que j'ai appelé banded service executor. Elle appelle la méthode schedule en lui filant un runable du coup, et ce runable il va démarrer une connexion au coordinateur comme avant. Sauf que puisque j'ai rendu tout asynchrone, ce coordinateur lui aussi maintenant il prend un callback. Okay, donc il prend un completion handler. Le completion handler, quand le résultat de la requête est arrivé, on va appeler soit la méthode completed ou failed suivant le cas de figure. Et dans le cas completed, on va voir si on a réussi à effectivement récupérer une connexion, donc est-ce qu'on va pouvoir démarrer notre téléchargement. Et si c'est le cas, on va compléter le handler de plus haut niveau, celui qu'on nous avait donné dans le getConnection, pour envoyer le résultat, pour dire la connexion elle est disponible, vas-y, tu peux enchaîner, tu peux faire ce que tu veux. Okay. Et dans le cas contraire, donc si on a eu une connection available, on va vouloir faire un retry. C'était la boucle for que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on rappelle tout simplement le getConnection en lui renvoyant le handler, et du coup, on va scheduler une nouvelle tâche pour essayer d'avoir notre token. Ok? Bon pour tout le monde? Quel est le gros désavantage de ce code-là? J'imagine que c'est une question de goût, le goût et les couleurs. Moi, personnellement, je trouve ça beaucoup moins clair. Okay, donc là, ça paraît à peu près gérable parce que j'ai quoi? J'ai 2 callbacks. Par contre, quand on en a plusieurs, quand on en a, je sais pas, 4, 5, ça devient beaucoup plus compliqué. Quand on a besoin de gérer des dépendances entre les tâches, parce que là c'est assez simple au final, mais si on a une tâche qui doit attendre l'exécution d'une autre, on va être obligé de garder des références à des futurs, ce genre de choses. Là, ça devient facilement très fastidieux à gérer. Donc voilà, ce code il est pas facile à écrire, il n'est pas facile à comprendre derrière. Et puis en fait ce que vous voyez là, ça a un nom, le fait d'empiler des callbacks et des callbacks et des callbacks. J'imagine que vous le connaissez. Le callback L, voilà, c'est quelque chose qui est assez connu. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça performe. Les CPU, je ne vous le montre pas parce que je vous l'ai montré au début, il ne se passe toujours rien de toute façon à ce niveau-là. Ce que j'ai fait dans ce use case, j'aurais pu rendre ça plus simple, mais j'ai fait 3 exécuteurs. Pourquoi? Parce que je voulais un petit peu séparer les choses. Il y en a un qui va me servir à gérer les requêtes des clients. Il y en a un qui va me servir à faire les requêtes effectivement sur mon coordinateur et ensuite la requête de téléchargement. Et il y en a un autre qui va me servir lui à gérer les requêtes de Hearthbeat, que pour l'instant je vous ai pas encore parlé. Ok, donc on voit que là, ma simulation de 200 clients qui se connectent simultanément, on ne va pas créer 200 threads ou je ne sais quoi. On va juste en créer 30, les 30 que j'ai assignés à mes 3 schedulers, 10 chacun. Okay. Là encore, c'est intéressant de voir ce qu'ils font. Donc si on commence par le bas, on voit que Pulse et Request, eux, en fait, ils font pas grand-chose.
Pourquoi ils font pas grand-chose? Orange, ça veut dire qu'ils sont parqués. Pourquoi ils sont parqués? Parce qu'en fait, chacun des runables qui a été donné à la file d'exécution de ces deux schedulers, en fait, ils font que exécuter des opérations asynchrones. Donc, ils appellent l'opération qui est asynchrone, qui retourne quasiment immédiatement, puisqu'elle a déposé sa demande d'IO et puis son callback pour être rappelé ensuite. Mais derrière, on a très très vite écoulé le stock de tâches à exécuter de l'exécuteur. Donc chacun des threads qui sont dans ce pool-là, ils sont parqués, ils sont mis en attente. Parce que de toute façon, ils n'ont plus rien à faire, la file est vide. Ils vont attendre qu'il y ait plus de charges qui arrivent. Donc là, on aurait pu peut-être envoyer plus de requêtes au niveau des clients et ça aurait peut-être fait tourner ces threads-là un petit peu plus longtemps. Donc éventuellement, même ici, j'aurais pu utiliser un seul exécuteur ou peut-être même un seul thread pour faire tout ça. Hein, parce qu'on voit que c'est assez facile, enfin c'est assez rapide effectivement de n'exécuter que des tâches asynchrones. On fait un petit peu de CPU, puis pouf, on retourne et pouf, on a épuisé la liste des tâches à exécuter. Encore une fois, par contre, on a ces threads-là service. On n'en a que 10 parce qu'on a borné notre exécuteur, mais bon, ils ont toujours l'air de faire beaucoup de choses. Ils sont toujours running. Et donc encore une fois, ce qu'on peut aller faire, c'est un thread dump pour voir ce qu'ils font. Ce que je n'ai pas fait. Ce que je n'ai pas fait, j'ai fait directement, enfin je l'ai fait mais j'ai pas mis le slide là. Ce qu'on peut voir, c'est si on fait un flame graph, c'est qu'on peut voir qu'ils sont eux aussi en train de passer tout leur temps dans cette méthode read là. Et est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Pardon? Ouais, ils sont en attente de retour. Pourquoi? Parce que, je vous le donne en 1000. Ça c'est un slide que j'aurais dû mettre après. J'ai utilisé exactement le même client. Okay, donc mon client HTTP qui est tout bête là, c'est juste un socket channel qui read une poststream, etc. C'est le même qu'au début. Donc lui, il est toujours bloquant. Okay, donc en fait, ici, j'ai rien gagné. J'ai gagné ici que les threads qui s'occupent de gérer les requêtes des clients, eux, ils font leur boulot rapidement, ils pourraient gérer beaucoup plus de ressources. Par contre, il y a un gros bottleneck au niveau du scheduler qui gère les requêtes. Pourquoi? Parce que nos 10 threads, ils sont rapidement occupés, ils sont bloqués, ils reçoivent des requêtes, pouf, ils sont tous bloqués. Donc, du coup, tout ce que j'ai gagné, c'est une file d'attente de clients qui s'allonge, tout plein de tâches qui viennent s'ajouter dans la file d'attente de l'exécuteur. Mais au final, tout ce que j'ai gagné, pour mes clients, c'est de la latence. Okay. J'ai rien gagné. Je vais effectivement pas créer des dizaines et des centaines de threads, mais fondamentalement, j'ai pas résolu le problème. Okay, j'ai juste réduit mon niveau de concurrence à ce niveau-là. Juste petite anecdote, la programmation asynchrone, en tout cas sur la plateforme, sur la JVM, ça peut être dangereux. Ça, c'est au début, j'avais fait une petite erreur dans mon implémentation. J'ai vu que j'avais beaucoup de threads. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je pousse un peu le vice et que je fais exprès de faire des erreurs? Pour gérer 200 clients, je me retrouve à créer 800 threads. Ça, c'est terrible et on peut faire bien pire. Donc, c'était juste cette partie-là, un petit rappel que asynchrone, ça ne veut pas dire non bloquant. Okay, souvent, moi, quand je lisais des articles, je voyais asynchrone, ça résout les problèmes de concurrence, d'utilisation des CPU, etc. C'est pas vrai. L'asynchronisme, c'est juste une manière de coder, okay, c'est juste une API. Le problème, il est moins entre synchrone et asynchrone qu'entre bloquant et non bloquant. Il se trouve que sur la JVM, on a un problème, c'est que, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, si on veut faire du non bloquant, on est obligé, on parlera des reactive streams après, on est obligé d'utiliser des API asynchrones. Donc il y a cette espèce de mismatch qui s'est fait entre non bloquant et asynchrone. En fait, il y a bloquant et non bloquant, et synchrone et asynchrone, c'est vraiment des styles d'API. C'est pas de façon inhérente bloquant ou non bloquant. Donc, on peut essayer de s'amuser à implémenter un autre client, une autre version, donc version 3, qui lui est non bloquant. Donc, on va utiliser une API différente. Au lieu d'utiliser socket channel, le socket channel.open, j'aurais pu utiliser le socket channel.open et ensuite spécifier que je voulais le descripteur non bloquant, mais je me suis plutôt concentré sur l'utilisation de cette API asynchronous socket channel, qui par définition est asynchrone et en plus va être non bloquante. Donc ici, j'ai encore plus de callback. Je dois faire une opération de connect, ensuite je dois faire mes write, et ensuite je dois faire mes read, et potentiellement mes write et mes read, je vais être obligé de les faire plusieurs fois. Je vais être obligé de boucler de façon un petit peu cracra, tout simplement parce que je ne suis pas garanti quand je fais un write d'avoir écrit tout le contenu de mon buffer. Je ne suis pas garanti quand j'ai fait un read, d'avoir lu toute la réponse que j'avais à lire en réalité. Alors ce client-là, il est assez basique, je ne gère pas de keep alive, etc. parce que ça devient très très vite compliqué. Mais bon, ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est encore du callback, c'est encore très difficile à lire et à comprendre.
Mais bon, effectivement, en termes d'utilisation, d'efficience d'utilisation de nos CPU et de nos ressources physiques, là, on est bien mieux. Parce que dans cette expérimentation-là, j'ai utilisé juste un seul schedule thread pool executor avec 10 threads. Et on voit que ces 10 threads, voilà, ils passent, je sais pas, peut-être 90% de leur temps en étant parqués. Pourquoi? Parce que ils ont exécuté leur tâche asynchrone, ce qu'il y avait dans leur runnable. Une fois qu'ils ont eu la réponse, éventuellement, ils ont exécuté le callback, mais après ça, ils n'ont rien à faire, il n'y a rien dans leur file d'attente. Donc ces 200 clients-là, pour 10 threads, c'était rien du tout. J'aurais pu gérer les 200 sur un seul thread, j'aurais même pu en gérer bien plus que ça. Donc, je ne sais plus ce que c'était ma transition. Ah oui, ce qu'on voit aussi si on regarde un des flame graphs, c'est qu'on voit que maintenant, la plupart du temps que passe notre thread à exécuter des instructions, il ne le passe plus dans cette méthode read qui est bloquante, mais il le passe plutôt à faire du scheduling. Et en fait, la plupart du temps, ils ne font pas grand-chose parce que, comme je l'ai dit, ils sont parqués, ils sont bloqués. Enfin, ils sont pas bloqués, ils sont parqués, ils attendent qu'il y ait plus de boulot qui arrive. Donc, du coup, la partie scheduling, on a l'impression qu'elle prend beaucoup plus de temps. C'est pas réellement le cas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est cette pile qui est géante. J'ai même pas réussi à prendre un screenshot, sinon on voyait plus ce qu'il y avait en bas. Ça, c'est mon client. Okay, ça, c'est mon travail, c'est moi. Il est terrible. Il est horrible ce client parce que non seulement il génère une pile monstrueuse, parce que je ne me suis pas appliqué à faire un truc beaucoup plus propre. Et en plus, il n'est pas non plus des plus efficients. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé cette API Asynchronous Socket Channel, mais fondamentalement, derrière, elle est basée sur une espèce de boucle read-write en utilisant derrière des instructions système qui sont du select et du poll. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, si vous avez déjà essayé de jouer avec, mais je ne vais pas en parler trop là tout de suite, mais il y a des API qui sont bien plus efficientes que celle-là, notamment l'API ePoll ou équivalent sur les autres OS, donc KQ par exemple dans mon cas sur macOS, et un pattern event loop, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des boucles for comme ça qui vont ensuite, pardon, pas une boucle for, mais des callbacks qui vont se rappeler les uns les autres, etc. On va plutôt utiliser un pattern event loop avec cette API ePoll. Donc rapidement, qui a déjà entendu parler d'ePoll et c'est... Ok, super, bon. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises parce que la plupart du temps, les gens ne savent pas. Très succinctement, ePoll, c'est une API système qui va vous permettre d'aller enregistrer, enregistrer des moniteurs sur des file descriptors. Donc vous allez dire à cette API, je suis intéressé par les événements qui vont se produire sur tous ces file descriptors-là. Et ensuite, vous allez pouvoir faire des appels qui sont non bloquants pour essayer de déterminer est-ce qu'il y a des opérations qui vont pouvoir être faites sur cette file descriptor-là. Est-ce que je vais pouvoir écrire ou est-ce que je vais pouvoir lire de la donnée? Ok. Encore une fois, tout ça, c'est non bloquant. Le problème, c'est qu'on ne va pas essayer de s'amuser de se réimplémenter à chaque fois notre propre client TCP, HTTP à la mano dans toutes nos librairies. Donc, on va plutôt se baser sur des librairies qui sont existantes. Et notamment Netty. Netty est super populaire parce que toutes les librairies haute performance et les services haute performance qu'on voit dans la nature sont quasiment tous basés là-dessus. C'est un peu la brique de base d'énormément de services distribués. Et Netty utilise ces API, ePoll, KQ, etc., suivant l'OS sur lequel elle est en train de tourner, et des patterns event loop. Donc Netty est super optimisé, super performant, efficient, etc., mais ça reste une API qui est asynchrone. Donc derrière, on n'a pas forcément résolu le problème de la facilité d'utilisation. On a quand même des callbacks à gérer, des API asynchrones, etc. Mais, j'ai dit qu'on y viendrait, les Reactive Streams, donc c'est une spécification qui est sortie il y a quelques années, et derrière, on en découlé des implémentations. Donc notamment, une librairie que moi j'ai beaucoup utilisée, c'est Reactor. Et dans l'exemple que je vais vous montrer après, donc l'implémentation numéro 4 de mon use case, j'ai utilisé le binding Reactor et Netty qui s'appelle Reactor Netty. Donc les Reactive Streams, c'est une API fonctionnelle déclarative qui va venir se placer au-dessus de ces API asynchrones qui sont non bloquantes. Donc en fait, ils vont essayer de nous masquer toute cette complexité de gérer les callbacks et d'avoir une utilisation très très efficiente de nos CPU avec des patterns comme je disais, d'event loop, de drain loop, de file d'attente, etc. Et voilà, ils vont nous masquer toute cette complexité via derrière un DSL qui est plutôt friendly, tout compte fait. Donc par exemple, qui m'a dit ici qui utilisait des API réactives qui avait déjà... Ok, c'est plutôt Reactor et RxJava. Ça marche aussi. J'y pense jamais à celle-là, c'est pourquoi.
Donc là, on a un exemple assez simple au final. C'est le plus simple que j'ai pu trouver, c'était ma petite logique de Hearthbeat. Hein, quand le service a réussi à avoir un token et a commencé le téléchargement, il fait des Hearthbeat au coordinateur pour lui dire ah ouais, je suis toujours là, je suis en train de télécharger des ressources. Donc là, c'est assez simple. Hein, toutes les 2 secondes, on va faire une requête au coordinateur. Et puis derrière, bon, je print un pulse. Et puis je ne suis pas intéressé par le résultat, hein, donc je l'ignore complètement. Et quand c'est terminé, bon, je me print un petit pulse terminated, etc. Donc ça se map très très bien sur des workflows où on a un enchaînement comme ça, séquentiel d'opérations les unes après les autres. Éventuellement, on peut rajouter un peu de parallélisme. Mais voilà, le use case se map très très bien sur ce genre d'API-là. Moi, ce qui me frustre un petit peu, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Okay, parfois, on se retrouve à avoir faire des trucs assez terribles, notamment ma boucle de retry. Alors, je suis super intéressé s'il y en a d'entre vous qui, là, déjà le voient, ou en allant voir le code, me font un feedback en me disant non, t'as pas fait comme il fallait, parce que c'est peut-être moi aussi. Mais je me suis cassé la tête pour implémenter cette version donc, de mon GetConnection, qui est non bloquante, qui utilise Reactor, et qui est stack safe. Okay, j'ai pas envie d'empiler tout un tas d'appels récursifs à mon GetConnection parce que je ne sais pas combien de fois je vais avoir à faire des retries et j'ai pas envie d'avoir une stack qui va exploser parce que non seulement moi je vais être récursif sur mes appels GetConnection, mais alors la stack d'opérateurs RX, je ne vous raconte pas la taille qu'elle va faire. Donc ici, mon GetConnection, eh ben, je vais voilà, essayer de faire une requête, attendre un petit peu éventuellement. Et ici, si ma connexion est disponible, je renvoie un mono.just, etc. Donc ça, ces quelques lignes bleues là, c'est toute la logique que je vous ai montrée tout à l'heure. Et là, vous voyez qu'en fait, elle est complètement enterrée, encerclée par de la complexité accidentelle au final. Parce que même si ces API elles sont super quand le use case correspond, parfois c'est juste vraiment de la complexité accidentelle. Tout ce que vous voyez en rouge là, c'est ce qu'il m'a fallu faire pour gérer un bout de code qui était hyper facile à implémenter, hyper facile à gérer en mode synchrone bloquant. Okay, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'API, ça ne vous parlera pas trop, mais bon, je suis obligé de déférer mon appel pour être lazy. Je dois faire des délais, des flat maps dans tous les sens. Je suis obligé d'utiliser des atomic ref parce que j'en ai plusieurs à updater. Je ne peux pas utiliser la notion de contexte qu'il y a dans Reactor pour essayer de grouper ça, ou en tout cas ça m'aurait rien apporté. J'ai un retry when empty qui fait des choses un peu bizarres pour pouvoir faire le retry quand j'ai pas ma connexion. Bref, moi j'ai trouvé ça infernal. Effectivement, si vous avez du feedback à me donner pour me filer une meilleure tactique pour le faire, je suis intéressé. Au-delà de ça, il y a pas mal de voix qui commencent à se lever, si vous regardez un petit peu sur le net des connexions sur les API réactives, pour dire que c'est très bien quand on a des use cases qui matchent, c'est très bien quand on en a besoin, mais est-ce qu'on en a vraiment toujours besoin? C'est complètement un shift dans la façon de penser, la façon d'écrire notre code. Si on n'y est pas habitué, très honnêtement, il y a une courbe d'apprentissage qui est au départ pas hyper élevée, mais quand on se retrouve à devoir faire des trucs comme ça, je vous garantis que la courbe d'apprentissage elle vous paraît vachement plus élevée. En tout cas, ça a été mon cas. Par contre, effectivement, alors ignorer les compteurs, là, je ne sais pas ce qu'il m'a fait Reactor. Il m'a créé tout un paquet de threads, mais en fait, au final, là, il n'y en a que 12 qui restent parce que tous les autres, ils ont démarré puis ils se sont arrêtés immédiatement. Je ne sais toujours pas pourquoi, sur Linux, ça ne le fait pas. Donc, ça doit être spécifique à l'implémentation pour KQ. Donc ce qu'on voit, c'est que il m'a effectivement créé 12 threads, et ces 12 threads, eux, ils sont vraiment occupés parce que c'est cette loop, cet event loop pattern dont je vous ai parlé, où on va essayer de voir justement systématiquement est-ce qu'il y a des choses à faire sur mes file descriptors, sur mes sockets. Est-ce qu'il y a une opération de read que je vais pouvoir faire, une opération de write? Donc lui, il est vraiment busy. Par contre, l'autre exécuteur qui est là-haut, là, qui correspond à ma logique métier, lui, comme je le disais, c'est que des opérations asynchrones. Il exécute un petit bout de code, puis pouf, il s'arrête, il n'y a plus rien à faire, il n'y a que 200 clients. Donc il pourra en gérer beaucoup, beaucoup plus à ce niveau-là. Donc la question, fondamentalement, c'est pourquoi est-ce que Loom arrive? Finalement, je vais vous parler de Loom. C'est pour se poser la question, est-ce que on peut faire du non-bloquant et en retirer tous les bénéfices que ça apporte, et puis bénéficier de ces patterns d'event loop, etc., mais sans avoir à se fader le callback L, des API asynchrones, et sans avoir nécessairement à passer par un changement de paradigme avec de la programmation réactive. Donc l'objectif de Loom, c'est de résoudre ce problème en apportant sur la JVM la notion de user thread, ou on en parlera juste après. Est-ce que user thread, ça parle à des gens? Ok, super. Alors le problème, encore une fois, en informatique, on est très très mauvais pour nommer les choses. Je crois que c'est pareil partout en réalité, hein, les humains ils sont nuls pour trouver des noms.
Mais en programmation concurrente, ça se manifeste encore une fois. On utilise le champ lexical de la filature. Hein. On a des ficelles, loom encore, c'est métier à tisser, etc. Donc là, moi, ce que j'ai trouvé en cherchant un petit peu, c'est qu'on a cette notion de lightweight thread, de user thread, de green thread, de fiber, de coroutine. Et on a même une notion de lightweight process si vous faites du Erlang. C'est pas du tout des process. Tout ça, c'est plus ou moins la même chose. Il y a des variantes, c'est des variantes au niveau de la sémantique qui sont très très subtiles. Moi, très honnêtement, j'arrive pas à les dissocier. Pour moi, tout ça, fondamentalement, c'est le même concept. Ça a juste des noms différents parce que parfois, on peut implémenter, par exemple, des coroutines au-dessus de green thread ou ce genre de choses. On va pouvoir faire des implémentations différentes et on va pouvoir les retrouver à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir ces user threads qui vont être implémentés au niveau du runtime, qui vont être implémentés au niveau de la compilation, pour certains langages au niveau de l'expansion des macros, quand les langages ont des macros. Donc tout ça, c'est des petits détails qui, si vous n'avez pas envie de les implémenter ou si ça vous intéresse pas plus que ça, n'ont pas vraiment d'importance. Vous pourrez regrouper tout ça sous la même bannière, Lightweight Thread. Alors, petit disclaimer rapidement, dans le reste de la présentation, j'utilise Fiber, mais il est très possible que dans Loom, lorsque ça arrivera, lorsque ce sera réalisé, ça s'appelle plus des Fiber. Ils sont en train d'en discuter de façon assez intensive en ce moment sur la liste de discussion. Et ils ont peur d'introduire ce nouveau concept de Fiber, donc ils essaient de rapatrier tout ça sous la notion de thread, pour qu'au niveau de l'utilisateur, on ait l'impression juste d'avoir des threads, certains qui seront lourds et certains qui seront virtuels. Bon, finalement, c'est la même chose tout ça. Donc dans le projet Loom, ils ont choisi d'implémenter ces user threads à la fois au niveau de la JVM et à la fois au niveau du JDK. Et pour ça, ils s'appuient sur un concept qui s'appelle les continuations. Qui en a déjà entendu parler? Ok, cool. Alors, corrigez-moi si je dis des bêtises. Dans la littérature, j'ai lu quelques papiers et les continuations, ça existe depuis les années 50. Ça existe depuis Scheme et compagnie, donc c'est pas nouveau. Dans le monde académique, c'est très très bien connu. Et la définition que j'en ai retirée, c'est que ça représente le reste de l'exécution d'une routine ou d'un programme. Donc c'est assez vague comme ça, mais grosso modo, imaginons que l'instruction, la fonction, la méthode qui est en cours d'exécution, c'est ce petit rond bleu. Là, okay, donc imaginez c'est une fonction. Et au milieu de cette fonction, vous avez la possibilité d'ajouter une instruction un peu spéciale qui, lorsque l'exécution de cette fonction va se dérouler et va rencontrer ce point, va s'arrêter. L'exécution va se stopper et va rendre la main au code qui avait appelé cette fonction-là. Okay, donc on va explicitement retourner le contrôle, comme si on faisait un return. Et puis plus tard, admettons c'est un scheduler qui exécutait cette tâche-là, et puis il va scheduler d'autres enables, il va faire autre chose. Et dans une autre branche de votre code, plus tard, à un autre moment, vous allez avoir la possibilité de attraper cette continuation, en ayant une référence, et puis de la redéclencher, de la redémarrer. Et donc ce qui va se passer, effectivement, c'est que vous allez traverser ce portail et redémarrer l'exécution là où elle s'était arrêtée. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais je sais pas, j'ai toujours des regards un peu blancs quand j'explique ça, mais grosso modo, c'est ce que vous faites déjà si vous faiftes de la programmation asynchrone. Okay. Quand vous faites de la programmation asynchrone, donc là, admettons, j'ai mon exécution, là, mes petits ronds rouges, et puis j'appelle une méthode asynchrone, et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma logique métier qui était dans ma fonction et je l'ai éclatée en deux. Pourquoi je l'ai éclatée en deux? Parce que y a une partie qui fait des choses et l'autre partie, je pourrais la faire que quand j'aurai le résultat de mon exécution. Donc je prends cette deuxième partie, je l'empaquette dans une fonction, dans un callback, et je le donne à ma tâche asynchrone. Donc ce que j'ai fait, c'est que le reste de l'exécution, je l'ai passé effectivement à cette méthode asynchrone. Donc j'ai fait ce qu'on appelle du continuation passing style explicite. J'ai moi-même créé une continuation et je l'ai explicitement donné pour que le reste de l'exécution soit déclenché par quelqu'un d'autre. Donc une continuation, vous pouvez vous le représenter comme étant un runnable, grosso modo. Sauf que vous allez avoir une instruction qui va être assez particulière à l'intérieur. Donc un runnable, vous avez comme n'importe quelle fonction un code qui va l'appeler, un bout de code qui va l'appeler. Je l'ai appelé le caller. Le caller, il va appeler cette méthode run. Et les instructions qui sont dans cette continuation, donc dans ce runnable, vont s'exécuter les unes après les autres, on va faire leur logique. Et puis éventuellement, on va rencontrer cet opérateur, ce statement de yield. Okay, on l'appelle yield. Et vous pouvez penser à cet opérateur yield comme étant un return.
Okay. Dans un runnable, quand vous appelez je sais pas, au milieu de votre runnable un return, ce que vous faites, c'est que vous stoppez l'exécution du runnable et vous rendez le contrôle au caller. Okay, c'est le code qui a appelé cette fonction qui reprend le contrôle explicitement, vous lui redonnez return. Et lui, il va pouvoir faire tout un tas de choses. Il va pouvoir décider de vous rappeler ou pas, il fait ce qu'il veut. Par contre, ce qui se passe avec un runnable, c'est quand vous appelez quand vous appelez return, ben, vous perdez son état. Vous perdez sa pile d'appel, vous perdez la position du instruction pointer, vous perdez les registres, vous perdez tout, pouf, tout son état se volatilise. Et si vous appelez run de nouveau dessus, eh ben, vous allez redémarrer l'exécution depuis le début. Là où c'est différent, c'est qu'avec les continuations et l'ajout du support des continuations au niveau du runtime, c'est que le runtime va venir, quand vous appelez yield, attraper cette continuation, sauvegarder son état, comme le ferait le scheduler du kernel dont j'ai parlé tout à l'heure, et il va stocker ça à côté. Et quand vous appelez run, de nouveau, au lieu de redémarrer l'exécution depuis le départ, eh ben, le runtime va venir recharger l'état de la continuation, et le reste des instructions vont pouvoir s'exécuter. Jusqu'à ce qu'on retombe sur une nouvelle instruction de yield ou vers la fin de cette continuation ou un return explicite. Ça va à peu près? Ok. Donc moi j'aime bien, c'est pas 100% exact, mais j'aime bien représenter les continuations pour essayer de vous faire comprendre un petit peu mieux comment ça marche sous forme d'une state machine. Une state machine, vous appelez une fonction run dessus, et puis vous allez rentrer dans une certaine branche du code, de l'état courant de cette state machine, vous allez exécuter des instructions, et puis vous allez reprendre le contrôle, récupérer le contrôle avec un return. Si vous choisissez de réappeler cette finie state machine, vous allez exécuter potentiellement une branche, un set d'instructions un petit peu différent. La finie state machine va flipper son état, et vous renvoyez faire ces instructions et vous redonnez le contrôle. Et jusqu'à ce que, éventuellement, vous ayez atteint l'état terminal de la state machine, et à ce moment-là, par convention, on veut que vous ne l'appeliez plus. Donc ce qu'on peut faire pour avoir un petit exemple de state machine, là, c'est implémenter un itérateur. Okay, donc un itérateur de string, c'est assez simple. C'est un truc, quand on appelle asNext, le protocole veut que si on peut appeler next, on récupère true. Donc là, on va avoir, pour implémenter ça sous forme de state machine, un entier qui représente son état. Okay, donc il va démarrer à 0. Et on va renvoyer asNext. On va renvoyer true quand un client va appeler cette méthode asNext, tant qu'on n'a pas atteint l'état final, qui est en l'occurrence la S5. Ok, c'est faire. Donc si le client appelle la méthode next, on va faire un petit switch statement sur l'état de notre state machine. Et dans le cas où on est dans l'état initial, on va passer dans cette branche, le case 0, on flippe l'état de la state machine, et on renvoie, puisque c'est un itérateur de string, on renvoie la lettre A. Okay. Donc là, ce qu'on fait avec ce return A, mais c'est encore une fois, je me répète, mais on retourne, on rend le contrôle de l'exécution au code qui nous avait appelé. Donc lui, il peut décider de faire absolument ce qu'il veut avec ce A. Il peut décider d'appeler next ou pas, ou jamais. Mais s'il le fait, puisqu'on a flippé l'état de la state machine, eh bien, on va passer dans cette branche-là. On va flipper de nouveau l'état, et puis on va retourner une nouvelle chaîne de caractères. Donc là, l'itérateur est un tout petit peu plus compliqué pour rendre les choses un petit peu plus intéressantes, mais grosso modo, la logique est toujours la même. L'état change ou pas, et puis on va pouvoir exécuter des instructions différentes jusqu'à ce qu'on ait atteint l'état final de notre state machine. Et là, par convention, on a dit que asNext renvoyait true jusqu'à ce qu'on ait atteint l'état final. Si un client appelle asNext, il va récupérer false. Il n'est pas censé appeler next, ça fait partie du protocole pour un itérateur. Donc on a fini. Donc cet exemple, il est assez simple. Je pense que tout le monde a saisi. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on pourrait imaginer que dans cette branche case 0, on a flippé notre state à 1, et au lieu de faire return A, parce qu'on est dans le cas où on a implémenté un itérateur, si on s'affranchissait de cette contrainte d'implémenter un itérateur, on pourrait très bien, avant de faire le return, appeler une opération asynchrone. Okay. Donc faire un appel à une API asynchrone, et qui du coup appellera un callback quand le résultat de cette opération sera disponible. Et ce callback, ça pourrait très bien être de rappeler next, ici. Okay. Donc à ce moment-là, une fois que le résultat de l'opération asynchrone il est terminé, le résultat est disponible, le callback est appelé, éventuellement avec le résultat, je ne l'ai pas matérialisé ici, là, mais on peut l'imaginer. Et dans ce case 1,
on exécuterait une branche du code dans laquelle on aurait le résultat de l'opération asynchrone. Donc qu'est-ce qu'on a fait là? Eh bien, on a rendu une opération asynchrone, synchrone, en termes d'API. Toute la logique métier de cette state machine, eh bien, elle est contenue dans la state machine. On n'a pas été obligé d'éclater ça dans plusieurs morceaux de petits callbacks et de les passer à tout plein d'opérations asynchrones et de handlers à droite à gauche. Okay, on a toute notre logique qui est ici, qui est là, et on peut appeler des opérations asynchrones tout en ayant notre logique qui se lie de façon synchrone. Bon, alors évidemment, personne n'a envie d'écrire du code comme ça. Le callback L, c'est l'enfer. Là, le cas est assez simple, mais écrire son code métier sous forme de state machine, non seulement c'est pas la joie, mais en plus c'est pas nécessairement trivial. Et donc cette logique de rendre ces opérations asynchrones synchrones, c'est ce que nous apportent les continuations. Parce que les continuations en tant que telles, elles ne vont pas nous donner ça. Par contre, avec du support au niveau du JDK, on va pouvoir avoir un exécuteur particulier, spécifique, qui, lorsqu'on va lui donner un runnable, il va l'emballer, l'encapsuler dans une continuation. Okay. Et lorsqu'on va vouloir exécuter une opération asynchrone non bloquante dans cette continuation, le JDK va se charger de yielder pour nous la continuation, en l'occurrence ça s'appelle la parquet, et du coup de rendre la main à l'exécuteur, au scheduler, qui va pouvoir exécuter autre chose. Et lorsque le résultat de l'opération asynchrone est terminé, le runtime va se charger de redémarrer la continuation pour nous. Ce qui fait que, en termes d'API, on a du code qui est complètement synchrone. Si ce code vous semble familier par rapport à la première version que je vous ai montrée, c'est tout simplement parce que c'est le même. Okay. C'est un copier-coller de la version que j'ai utilisée pour le code synchrone qui était bloquant. Sauf que là, je suis absolument pas inquiété par ce thread.sleep qui a pu en faire pleurer quelques-uns quand je l'ai montré tout à l'heure, ou par ce coordinator.requestConnection qui pourrait sembler synchrone bloquant, parce que je sais que puisque j'ai exécuté cette opération je l'ai donné à exécuter à un scheduler spécifique, scheduler de fibre ou de thread léger, il va gérer ces opérations asynchrones pour moi, et moi j'ai juste à écrire mon code synchrone, et je sais que ça ne va pas bloquer. C'est lui ou pas? Comme je le disais, tout ce que j'ai eu à faire, si je vous remonte le petit bout de code qui servait à faire les hearthbits, c'est de générer mon runnable et de le filer à donner à manger à ce fiberscope.background.schedule. Et je sais que ce runnable-là, il va être géré par le scheduler de fibre ou de thread léger et qu'il ne va pas bloquer mes threads. Encore une fois, disclaimer, Fiberscope, c'est l'état de l'implémentation quand moi j'ai fait cet exemple-là. Donc j'étais sur une version Early Access du JDK 14 avec Loom dedans. Mais comme je le disais, l'API est sujette à changement encore. Donc ça s'appellera peut-être, il y a de très grandes chances que ça ne s'appelle plus comme ça quand ça sortira. Mais j'en parlerai après. Et au niveau de nos threads, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, bon, comme dans l'exemple précédent, j'ai que 12 threads, alors des fois j'ai pu en avoir 10 ou quoi, là j'en ai 12 parce que c'est pas moi qui les ai gérés à la main, j'ai juste dit que je voulais utiliser ce scheduler là spécifique, et il a créé 12 threads parce que tout simplement sur ma bécane j'ai 12 corps. Okay. Et donc avec ces 12 threads, on voit que, encore une fois, mes threads, ceux qui s'appellent forkjoinpool-1 quelque chose, ils n'ont pas été nommés par moi, ils sont nommés par le scheduler lui-même. Encore une fois, ils font juste que gérer des opérations asynchrones non bloquantes. Donc eux, c'est de la gestion d'événements, c'est hyper rapide. On pourrait gérer un nombre beaucoup plus important de clients simultanément avec ce genre d'exécuteur. Ce qui est intéressant par contre de voir, c'est tout d'abord les deux qui sont en bas, c'est contre-intuitif mais ils sont en bas. Il y en a un qui s'appelle readPoller et writePoller, et eux ils sont running tout le temps. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'ils font? Ouais, c'est l'équivalent de ce qu'on a vu tout à l'heure avec Netty, qui va créer 12 threads pour moi qui vont s'occuper de détecter s'il y a des opérations de lecture ou d'écriture à faire sur mes files descripteurs. Là, en fait, on a un readPoller et un writePoller qui sont implémentés dans cette branche-là, Loom de l'OpenJDK, et qui font ce travail-là pour moi.
Et quand il détecte qu'il y a une opération de lecture ou d'écriture qui va être disponible, et que du coup, mon opération asynchrone a son résultat et qu'il va pouvoir redémarrer une continuation, il va notifier le code qui s'exécute dans ce fiber unparker, et c'est lui qui s'occupe de redémarrer ma continuation. Okay, donc lui, il fait le bookkeeping de savoir quelle continuation est en train d'attendre quoi. Et quand le résultat est disponible, il redémarre ma continuation et le reste de mon code s'exécute. Donc, le projet Loom de l'OpenJDK. C'est un prototype. Moi, quand j'ai joué avec, c'était un prototype où il y avait la notion de fibre, etc. Et comme je vous le disais, depuis cet été, ils sont en train de remanier l'API parce que, notamment, ils ont eu pas mal de problèmes avec tout ce qui est thread local qui ne marchait pas nécessairement bien avec les fibers. Ils ne voulaient pas casser la compatibilité avec l'ancien code qui fonctionne avec des threads lourds, entre guillemets. Et c'est quelque chose sur lequel ils sont très précautionneux. Ils font attention de ne pas casser les API pour que même du code qu'on a écrit il y a quelques années puisse tirer parti de ces nouvelles API sans avoir à tout réimplémenter. Donc si vous êtes vous intéressé par les détails un petit peu bas niveau de ce qui se passe là-dedans, si vous récupérez une version buildée ou si vous voulez la builder vous-même, mais honnêtement je ne vous le conseille pas, moi je l'ai fait, déjà c'était hyper compliqué de trouver les instructions. Une fois que je l'ai fait, j'ai fait... Quelqu'un a déjà fait cracher la JVM avec un report, un truc de log assez infâme. Ça m'était jamais arrivé. Toi, bon, ok, t'es un héros, mais ça m'était jamais arrivé. J'ai fait un TP de Reliforax. C'est... et ben... c'est bon, je t'en parle. Avec cette version-là, buildée moi-même, je l'ai fait péter un nombre incalculable de fois. J'ai même pas envoyé les rapports. J'ai dit, bon, c'est mon build à moi qui est foireux. Il a échoué je ne sais pas combien de fois. J'avais jamais les bons binaires, enfin, n'importe quoi. Donc je vous conseille de récupérer ce que j'ai fait par la suite, un build déjà tout prêt. À savoir, il y a des builds Early Access qui sont dispo sur le site de l'OpenJDK. Il faut juste trouver le lien. Je les ai pas mis là, mais si vous les voulez, vous me les demandez, je vous les retrouve. Donc vous pourrez jouer avec les continuations. Les fibres, en fait les fibres c'est la combinaison des continuations et du scheduler de fibres qui va s'occuper de parquer les continuations, etc. Donc les fibres n'ont pas vraiment d'existence en tant que telles, elles sont matérialisées par des objets parce que c'est intéressant comme pour les futurs de pouvoir récupérer leurs résultats, etc. Mais ce que vous avez, c'est les continuations et les schedulers. Je vais en parler un petit peu après, mais non, j'en ai déjà parlé en réalité, mais il y a le support des continuations qui a été rajouté au niveau de tout un tas d'API. Notamment Java.net, Java.nio, Java utile concurrente, ce genre de choses. Il y a des limitations dont je vais parler derrière par contre. Et si vous voulez regarder un petit peu dans les détails, il y a un S en trop, mais le repo Loomfiber, pas Fibers, de Remiforax qui est sur GitHub. Lui, il a fait énormément de trucs avec les continuations. Il a réimplémenté des locks, quasiment tous les locks que vous allez pouvoir trouver sur la JVM dans le paquet Java utile concurrente et tout plein de schedulers divers et variés. Il a réimplémenté tout ça juste avec des continuations. C'est super intéressant. Mais si ce qui vous intéresse plus, c'est le côté pratique et moins c'est le côté comment ça marche et le bas niveau. Ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder deux choses. Premièrement, Quasar, parce que moi c'est par là que j'y suis venu. Quasar, c'est une librairie Java qui implémente des fibres, donc c'est-à-dire les continuations et le scheduler, sur la JVM et qui est dispo depuis 2013. Ok, donc on est en 2019, Loom va bien arriver dans quelques années. Les continuations et les fibres, on les avait déjà sur la JVM depuis 2013, en Java. La différence qu'on va pouvoir avoir avec... J'en parlerai juste après. Non seulement ils ont implémenté donc, ces continuations et ce scheduler, mais ils ont aussi implémenté par-dessus un modèle CSP. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse googler, c'est un sujet à part entière, je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails. Et ils ont implémenté aussi un modèle acteur. Différentes. Mais aussi ce que ça va pouvoir débloquer, d'avoir des threads qui sont plus lourds, mais qui sont légers. Ça va débloquer notamment ces patterns-là qui sont super intéressants pour des applications concurrentes et ou distribuées. Et si vous êtes dans Kotlin ou pas trop, vous pouvez aller ici jeter un œil aux coroutines de Kotlin, parce que, comme je le disais, c'est le même principe fondamentalement. La différence, dont je voulais parler entre Quasar, Kotlin ou Core Async, parce que moi je suis un Clojure user, et Loom, c'est des détails d'implémentation. Comme je le disais, dans Quasar,
puisqu'ils ne pouvaient pas mettre la main dans la JVM et dans le JDK, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont implémenté des continuations au runtime, c'est-à-dire dynamiquement. Alors, il y a une petite phase d'AOT qui peut être faite, mais en fait, vous allez annoter vos fonctions comme étant suspendable avec une annotation ou avec un type d'exception un petit peu particulier. Et ce que va se charger de faire Quasar, c'est de prendre votre fonction et de la transformer sans que vous le voyez vous. Il va prendre le bytecode, il va l'analyser, il va transformer ça dans la petite state machine que je vous ai montrée. Donc jamais vous la verrez, la state machine, vous avez l'impression d'écrire du code synchrone, classique, normal. Mais lui, dynamiquement, il va bidouiller votre code pour en faire une state machine et du coup avoir des continuations. Kotlin, les coroutines, elles sont implémentées au niveau du compilateur et en plus au niveau du langage, il y a une petite syntaxe, il y a suspend, await, etc. Dans Clojure, CoreAsync, c'est une librairie qui permet de faire la même chose mais qui fonctionne au moment de l'expansion des macros. C'est un langage qui supporte les macros et donc on a une macro dans laquelle le code qu'on va exécuter, il va fondamentalement marcher sous le même principe. Et dans Loom, voilà, il y a un petit peu au niveau du JDK, les continuations notamment. Pardon, de la JVM, au niveau, les continuations, et au niveau du JDK, le scheduler. Ok. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Ah oui, comme je le disais, donc l'API elle est sujette à changement, et les continuations que je vous ai montrées ici, en vous disant que vous allez pouvoir jouer avec dans Projet Loom, etc. Il n'est pas du tout garanti, voire à mon avis il est même quasi sûr, que lorsque la première release de Projet Loom arrivera, vous n'aurez pas les continuations. Vous n'aurez pas les continuations as first class citizen, c'est-à-dire vous n'aurez pas des objets continuations à manipuler, à bidouiller. Pourquoi? C'est parce que à partir du moment où on a une API qui nous donne la main sur des continuations, on peut faire énormément de choses avec. Moi, c'est un concept qui, maintenant que j'ai creusé là-dedans, m'intéresse encore plus que Loom à proprement parler. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec des continuations. C'est hyper fondamental comme primitive, on peut faire beaucoup de choses. Et du coup, à partir du moment où ils décident de réaliser des continuations, ils vont avoir des centaines de schedulers et de fiber schedulers et de schedulers de thread léger qui vont sortir de n'importe où. Donc ce qu'ils veulent faire d'abord, c'est en faire vraiment une implémentation bien carrée, blindée. Sortir ça pour que les gens puissent l'utiliser. Peut-être qu'ils sortiront jamais les continuations pour que les gens les utilisent eux-mêmes. Peut-être qu'ils le feront, peut-être qu'ils le feront pas. Ok, donc les limites, parce qu'il y en a quelques-unes, je ne rentrerai pas dans les plus touffues, notamment au sujet des threads locales et compagnie. Les plus évidentes, c'est que si vous avez du code qui est bloquant, si vous utilisez une API qui est bloquante, qui n'appelle pas une opération asynchrone non bloquante, etc., machin, le thread, parce qu'il y a toujours un thread kernel qui exécute toutes nos continuations les unes après les autres, lui il va être bloqué si vous appelez une opération, une API bloquante. Donc à ce moment-là, toutes les fibres, enfin c'est un peu compliqué, toutes les continuations, en fait, tous les renouvellements qui sont en train de s'empiler dans la file d'attente du scheduler, elles peuvent pas être exécutées. Donc ici c'est écrit que les appels bloquants ne sont pas autorisés dans des fibres. Pourquoi c'est écrit de cette façon-là? C'est parce que cette doc que je suis en train de vous montrer, elle ne sort pas du tout de l'OpenJDK, c'est la doc de Quasar. Okay, elle est un peu longue, pas forcément évidente à comprendre. Moi, il m'a fallu le relire un certain nombre de fois. Mais c'est là que vous voyez la similarité entre Quasar et Projet Loom, et que je vous encourage du coup à aller voir Quasar, parce que ça vous donnera vraiment un sentiment de ce qui va se passer derrière sur la JVM. Et la raison, elle est très simple, c'est parce que Quasar, ça a été développé par une société qui n'existe plus maintenant, mais dont le CTO s'appelle Ron Pressler. Et si vous y êtes intéressé un petit peu, vous vous rendrez compte que Ron Pressler, c'est le project lead de Projet Loom sur l'OpenJDK. Donc on sent clairement la patte du bonhomme et on voit les similarités entre les deux implémentations. Donc, opération bloquante dans des threads ou dans des threads virtuels ou légers, interdit parce que vous allez perdre tout le bénéfice d'avoir des threads légers. Le keyword synchronize en Java. Clairement, si vous utilisez une librairie qui utilise ce mot-clé synchronize, vous êtes coincé. Vous êtes coincé parce que ça va bloquer le thread. Okay, donc vous allez être obligé de faire ce qu'on fait quand on utilise une API asynchrone non bloquante, etc., à savoir de dédier un pool rien que pour cette API-là, rien que pour ces appels-là. Comme ça, au moins, votre logique à vous, elle n'est pas, pas polluée par tous ces appels bloquants-là, là où il n'y a pas d'alternative. Par contre, si vous avez la main sur le code, vous pouvez remplacer ce mot-clé synchronize par un lock explicite. Okay, puisque je vous disais que le support des continuations et des appels non bloquants a été rajouté dans le package Java Util concurrente,
eh ben, vous avez le reentrant lock qui est disponible et qui est non bloquant. Vous faites un try, lock, et puis un finally unlock. Vous avez la même chose qu'un synchronized, sauf que bah, vous allez pouvoir faire tourner ça sur des fibres, des threads légers. Ok, donc voilà pour Loom, voilà un petit peu pour l'histoire, pourquoi on en vient là. Sauf que les continuations, les fibres, etc., c'était normalement la première des deux étapes dans la proposition du projet Loom. Vous pouvez la trouver sur le site de l'OpenJDK. La deuxième grosse étape, c'était l'implémentation de la tail call optimization, donc automatique, sur la JVM, donc dans Java. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore commencé le travail sur ça. Je peux pas en parler, et puis en plus, je suis vraiment off au niveau du timing. Mais par contre, ils se sont mis à creuser ce sujet de la concurrence structurée. Ok, on a déjà entendu parler. Toujours la même. Qui fait du Kotlin? Ah merde, ok. Peut-être pas. Non, si, c'est très bien. Bon, ben dans Kotlin, ils ont implémenté la notion de concurrence structurée. Donc si vous en avez fait, ça aurait pu vous parler. Mais grosso modo, la concurrence structurée, ça va être une façon différente de penser à vos opérations concurrentes. Je vous montrerai un petit exemple derrière. Mais même si vous n'utilisez pas Kotlin, peut-être vous y intéressez de loin. Il y a Roman Elizarov, qui est un développeur de Kotlin de chez JetBrains, qui a sorti cet article il y a quelques temps pour expliquer ce que ça apportait dans le langage Kotlin. Et il dit que c'est un changement d'idéologie, la façon dont on appréhende notre programmation concurrente. Et dans son exemple, dans son article, il montre un petit bloc de code où en fait il va venir emballer plusieurs opérations qui sont concurrentes dans un bloc qu'il appelle un scope. Et donc c'est super intéressant parce que ça va vous permettre de démarrer des opérations concurrentes et de les emballer comme vous emballeriez vos variables. Vous aimez ça, d'avoir des variables qui sont scopées, quand vous utilisez des structures de contrôle, des if, des for, des while, etc. Mais là, c'est la même chose, mais pour votre concurrence. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir... L'intérêt principal, c'est de ne pas avoir des opérations concurrentes qui vont vivre plus longtemps que le thread ou l'opération qui les a démarrées. Donc quand des opérations divergent, on s'assure toujours qu'elles vont reconverger derrière et pas avoir de runaway, etc. Et une gestion des erreurs qui est beaucoup plus simple. Et je vous ai mis un lien vers l'article. C'est pas l'article séminal sur cette notion de structure de concurrence structurée, mais ça s'en approche, c'est celui qui est le mieux détaillé. Il y en a d'autres, il y a des liens plus loin, mais celui-là est très abordable et il explique très bien les choses. Donc ce que je disais, c'est que concrètement aujourd'hui, quand vous avez une opération, là par exemple votre main, qui va appeler, qui va forker ou qui va spawner une opération concurrente qui s'appelle foo, et que foo démarre lui-même bar, ben, aujourd'hui, vous pouvez, si vous faites attention à ce que vous faites, vous assurer que foo par exemple va toujours reconverger vers main et que foo ne va pas durer plus longtemps que le temps d'exécution de main. Par contre, si vous faites une erreur, ben, vous n'êtes pas garanti d'avoir cette opération qui va reconverger. Vous allez avoir potentiellement une opération qui va s'exécuter alors qu'elle aurait dû être terminée parce que son parent s'est terminé. Okay, comme quand vous appelez des fonctions. Hein, la pile grossit et puis elle diminue. Okay, donc ce qui est intéressant avec la programmation la concurrence structurée, c'est que ça nous apporte le moyen de s'assurer que tout va converger sans avoir à justement gérer tous ces petits détails, ces cas d'erreur, le cas d'annulation d'une tâche qu'on a démarrée qu'on voudrait bien arrêter. Et ça le fait pour nous. Donc si je vous montre un petit exemple, ça c'est mon implémentation. Celle où je vous ai dit, le code c'est le même que dans l'exemple 1, etc. C'était l'implémentation 5, ça c'est l'implémentation 6. Vous la trouverez aussi sur mon repo. Donc dans l'implémentation 5, on voit qu'avant de démarrer, donc première opération, je récupère une connexion de mon coordinateur. Ensuite, je vais aller faire gateway.downloadThingy, c'est-à-dire que j'ai mon autorisation du coordinateur, je vais télécharger ma ressource. Et pendant que je la télécharge, ce que je veux faire, c'est des heartbeats. Donc j'ai cette opération de pulse, je vais vouloir l'arrêter quand le téléchargement est terminé, soit en cas d'erreur, parce que la connexion a été coupée ou je ne sais quoi, ou soit quand le téléchargement de ma ressource est terminé et que je vais couper la connexion avec mon client, je ne veux pas que ces pulses y continuent. Donc ce que je suis obligé de faire, c'est moi-même à la main de garder une référence vers cette tâche qui est concurrente. Si on était sur, je ne sais pas, le JDK 14 normal ou 12 ou je ne sais quoi, j'aurais une future, typiquement. Ici, j'ai une fibre et une fibre de objet. Donc j'instancie la référence dans mon bloc try à partir du moment où le téléchargement a commencé et je vais commencer à faire mes heartbeats.
Par contre, à la fin, que ce soit une erreur ou pas, ben, ces appels concurrents de requêtes de pulse, je veux les arrêter. Je suis obligé de le faire à la main. Donc dans l'implémentation numéro 6, avec la concurrence structurée, je ne suis pas obligé de le faire. Je déclare un scope, on viendra sur les détails après, et le scope dans lequel toutes ces opérations vont s'exécuter, donc le get connexion, le download thingy sur la gateway, et les requêtes de pulse, sont dans le même scope. Donc je n'ai pas besoin de gérer l'arrêt de cette tâche à la main. Okay, et les options là, cancel, add close et propagate cancel, ben, ça spécifie que quand ce scope-là s'arrêtera en cas d'erreur ou pas d'ailleurs, quand il s'arrêtera tout court, ben, toutes les opérations concurrentes qui ont été démarrées au sein de ce scope vont s'arrêter également. Donc je n'ai pas besoin de garder des références dans tous les sens. Et ces scopes-là peuvent être nestés. Okay, donc ça devient super intéressant d'avoir la notion de concurrence qui devient scopée et aussi explicite que des structures de contrôle if, for, des fonctions qu'on aurait imbriquées. Je vous ai compilé tout un tas de ressources, il n'y en a pas beaucoup là, j'en ai des tonnes. Des tas d'articles de blog, des tas de papiers qui datent des années 50, 60, même des plus récents, il n'y a pas que ça, mais ceux-là, bon, ils me semblent peut-être les plus intéressants ou les plus abordables, c'est pas forcément la même chose. Et deux liens, donc le repo de Remy Forax, dont je vous ai parlé, et mon repo à moi, le Untangland, où vous récupérez les 6 implémentations si ça vous intéresse de regarder. Merci, c'était un peu long. Et si vous avez des questions, je prends. Ah non, pardon. Je vais y répondre immédiatement parce qu'à chaque fois que j'ai donné ce talk, j'ai oublié de le dire. Quand est-ce que ça va sortir? Parce qu'à chaque fois, on me pose la question. Et il est assez rigolo, Ron Pressler, parce qu'il a déjà donné pas mal de présentations sur Loom, etc. Et systématiquement, les gens lui demandent quand ça sort, quand ça sort. Et jusqu'à il y a quelques semaines, à Devoxx Belgium, il avait toujours la même réponse, je sais pas. Ça sortira quand ce sera prêt. Et là, il a changé un tout petit peu, il a dit, je sais pas, mais ça sortira 6 mois après que ce sera prêt, au pire. Pourquoi? Parce que maintenant, on a des releases tous les 6 mois du JDK, donc mot de la fin, on sait pas. Donc j'ai répondu à ça au moins.